Bonjour, très heureux de vous accueillir sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique, c'est Jean-Brice Tivan et aujourd'hui on continue la série consacrée à la psychobiomorphologie ou l'analyse du bilan de vitalité, c'est-à-dire un travail sur le tempérament qui va nous permettre d'éclaircir certaines choses que pas beaucoup de monde arrive à comprendre aujourd'hui. C'est que s'il existe différentes méthodes, différentes approches de santé, elles ne correspondent pas toutes à tout le monde et la façon de les mettre en place doit tenir compte du tempérament de chaque individu. L'idée, c'est de bien comprendre comment déterminer ce tempérament et c'est ce que les naturopathes font en réalisant ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Alors nous avons vu dans la première partie la notion de vitalité, comment elle s'exprimait et l'importance que revêtait le fait de devoir faire un bilan personnalisé afin d'évaluer les réactions de chaque individu, les réactions adaptatives pour pouvoir ensuite proposer un programme d'hygiène vitale personnalisé. C'est ce qui permettrait en fait de, on va dire, rassembler tout le monde. Je ne dis pas réconcilier tout le monde dans les approches de santé, mais bien comprendre que ce qui correspond à une personne, ce qui lui réussit, n'est pas forcément ce qui réussit à une autre. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la grande loi de la biologie, la loi de dilatation et de rétraction. Je ne peux pas l'aborder bien sûr dans de détails comme je le fais dans les séminaires, bien évidemment. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez acquérir les séminaires, me les demander. On peut les commander en ligne maintenant. Il suffit de me contacter via le site alsacenaturo.com. Avant de définir la notion de tempérament par rapport à la constitution et d'évoquer cette loi de la biologie, essayons de comprendre comment nous réagissons en fonction de notre énergie vitale, ce que je vous avais un petit peu parlé la semaine dernière. Vous savez très bien que si je prends une personne qui est confrontée à un stress particulier, comme par exemple tomber dans l'eau d'un lac gelé, eh bien les réactions adaptatives vont être très différentes. Si certains gèlent de suite, d'autres vont tenir un peu plus longtemps, puis d'autres vont bien s'adapter et tenir beaucoup plus longtemps malgré le froid intense. On les appelle d'ailleurs les survitaux, car leurs capacités hormonales et nerveuses d'adaptation sont très très élevées. Alors, est-ce qu'on est avec des capacités d'adaptation aussi élevées, ou est-ce qu'on les acquiert au fil du temps? Eh bien sûr, c'est toujours la rencontre des deux, on va dire la rencontre entre l'inné et l'acquis qui nous constitue. Si là j'ai parlé des réactions face au froid, face à un stress particulier, la façon dont nous gérons aussi par exemple notre colère, notre violence, nos émotions face à un stress particulier est aussi très différente. Certains vont de suite somatiser suite à un stress qu'ils n'arrivent pas à gérer. On appelle ça la biologisation d'un conflit, c'est-à-dire que la maladie s'exprime là comme un exutoire à une surcharge émotionnelle ingérable. Alors je vous renvoie à ma conférence sur l'aspect psycho-émotionnel des maladies, qui est un aspect totalement différent de la naturopathie, mais qui est très important pour comprendre l'humain, et où ça s'appelle le décodage biologique des maladies. Et il faut bien comprendre que nos réactions face au stress, nos réactions face au chaud, au froid, la capacité dont on a de digérer, d'assimiler, de prendre plus ou moins bien du muscle, d'être endurant, fort, etc. Tout cela est l'expression de ce qu'est notre tempérament et l'expression de notre vitalité. Donc, comment apprendre à repérer chez quelqu'un ses façons de réagir, ses capacités adaptatives, comment prendre en compte ses points forts, ses points faibles? Toutes ces informations sont le résultat d'une observation que l'on peut avoir quand on connaît certains critères observables lors d'un bilan de vitalité. Et tout ça est bien sûr très important pour individualiser et conseiller de façon précise chaque personne. Chaque cas est unique, vous le savez. Alors, on va voir quel est l'outil d'étude de la morphologie, ce qu'on appelle la psychobiomorphologie, c'est-à-dire les liens qui existent entre les formes du corps et la façon dont s'exprime notre énergie vitale. Tout ce que nous entreprenons, tout ce que notre corps exprime, tout a un sens. La nature ne fait rien par hasard, et elle ne fait rien d'ailleurs d'autre que mettre en place des adaptations pour survivre. Le corps est d'ailleurs le reflet de toutes ces adaptations, que ce soit des adaptations sur le plan physique, émotionnel, psycho, spirituel, etc. Nous sommes la rencontre de notre inné avec l'acquis, c'est-à-dire de notre programme génétique, si programme il y a vraiment, on va dire ce qui nous est transmis génétiquement, qui va être
refaçonnée en fonction de toutes nos expériences en vue d'une adaptation à un futur, c'est-à-dire une meilleure adaptation future. Donc, pour ceux qui connaissent le décodage biologique, je vous renvoie donc encore à la vidéo sur cette conférence que j'ai donnée qui détaille un petit peu tout ça. Il existe une forme d'ouverture sur un aspect nouveau de la santé que j'explique, où le symptôme est l'expression d'un conflit, d'un ressenti face à un stress. Nous développons donc des symptômes très particuliers. J'explique par exemple que face à un stress, d'une séparation, la perte du contact avec une personne, nous allons exprimer une maladie de l'épiderme, un eczéma par exemple, et pas autre chose. C'est-à-dire que dans notre cerveau, dans notre corps, il existe des programmes d'adaptation très particuliers. On va faire tel et tel symptôme, telle et telle réaction face à tel ou tel conflit ou ressenti. Et ces symptômes, ces ressentis, sont aussi en relation avec notre histoire. Et cette histoire va s'imprimer et va imprimer, on va dire, modeler la façon dont nous réagissons dans le monde, et tout ceci va s'inscrire dans les formes de notre corps. Alors bien sûr, je ne peux pas m'étendre sur tous ces liens-là, c'est compliqué, je le fais bien sûr en séminaire, mais comprenez bien que la morphologie, chaque parcelle de votre corps, de votre être, a un sens. Et ce sens est de nous permettre, est le résultat en fait d'une adaptation qui s'est mise en place au fil de nos expériences et des programmes ancestraux que nous portons. Avoir des hanches larges sur un corps mince a une signification. Avoir un ventre proéminent associé à une bouche pulpeuse donne des informations précises sur la façon dont nous digérons, dont nous assimilons les nutriments. Avoir tel et tel type de fibre musculaire plutôt qu'une autre donne aussi des informations particulières. Avoir un visage carré plutôt que rond, une mâchoire puissante avec des lèvres plus ou moins bien dessinées est différent que d'avoir un visage fin avec des lèvres fines et une mâchoire faible. Donc tout ça peut être interprété selon des signes bien particuliers qui expriment notre vitalité, notre façon d'aborder le monde. Bien sûr, nous pouvons exploiter tous les signes du corps, n'importe quelle parcelle de notre corps, mais on va voir que c'est l'aspect global qui compte en priorité avant de se perdre dans du détail. Donc, on va essayer de comprendre quelle est la notion de tempérament. Qu'est-ce que veut dire le tempérament par rapport à la constitution? On va voir de la constitution, comment on arrive à avoir un tempérament particulier. Donc, nous naissons avec ce qu'on appelle une constitution héritée de nos parents. Celle-ci représente l'inné, notre génétique de départ, le point de départ de notre vie, qui est en fait le résultat de toute une histoire qui appartient à nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, et qui font que nous naissons avec un corps particulier. Un corps déterminé par des points forts et des faiblesses, qui ensuite vont faire que nous allons vivre d'une certaine façon pour nous adapter au monde dans lequel nous vivons. Ne dit-on pas d'ailleurs « j'ai les mêmes problèmes circulatoires que ma mère » ou « j'ai la robustesse de mon père »,« j'ai les difficultés digestives de ma grand-mère ». Mais tout ceci, est-ce vraiment définitif? Aujourd'hui, avec les travaux autour de l'épigénétique, l'influence du milieu sur l'expression de nos gènes, nous savons que notre santé n'est pas entièrement déterminée à la naissance. En effet, notre constitution définirait plutôt un cadre à l'intérieur duquel nous pouvons faire évoluer certains paramètres de notre santé. Cette partie évolutive, donc acquise, correspond à ce que la naturopathie définit comme notre tempérament. En fait, notre tempérament, c'est la rencontre de notre constitution avec notre environnement. Notre façon de vivre, de nous confronter aux éléments, les stress psychologiques, physiques que nous vivons, sont autant d'expériences qui vont permettre d'évoluer, de faire évoluer notre tempérament et notre énergie vitale. Nous pouvons ainsi faire évoluer notre niveau de vitalité, mais dans des limites de notre constitution, qui elle est quasiment immuable. Il est très difficile d'évoluer au-delà de certaines limites qui sont, on va dire, indépassables. Alors je parle bien sur le plan physique et vital. Je ne parle pas d'une évolution sur le plan spirituel.
Apparemment, l'évolution là serait sans limite. Notre corps va se modeler donc au fil de nos expériences. Cette rencontre de l'inné et de l'acquis va être reflétée par notre morphologie et dont la vitalité, la façon dont cette vitalité va s'exprimer à travers notre corps. Tout ceci donc la rencontre de notre histoire avec notre potentiel. Si nous portons les traces donc de nos souffrances du passé, certaines parties de notre corps vont aussi exprimer un réel épanouissement, un réel potentiel. On va voir que certaines formes de notre corps sont le reflet de certaines souffrances, alors que d'autres parties de notre corps nous montrent que nous nous épanouissons dans certains domaines plus que dans d'autres. On va voir un petit peu maintenant ce qu'est le tempérament ou la structure pathologique. Le tempérament, c'est donc l'ensemble des paramètres acquis qui se sont développés au long des années comme des traits adaptatifs à l'environnement. Il annonce en fait les fragilités, les forces, autant sur le plan psychologique que physiologique, qui nous caractérisent tout au long de la vie. L'évaluation de la vitalité par l'analyse du tempérament est donc nécessaire pour savoir à qui on a affaire. Celle-ci va se faire à travers l'observation des formes du corps et la nature nous informe à travers ces formes de nos forces, de nos faiblesses et les inscrit sur chacun de nous à travers des signes bien particuliers que l'on va interpréter. Et les différents signes morphologiques permettent d'apprécier les valeurs des différents systèmes organiques. Par exemple, savoir si notre système digestif est suffisamment puissant, si notre système musculaire est mieux adapté à l'endurance ou à la force, au sport explosif. Savoir si notre système nerveux est facilement stressable, si nous avons besoin de nous isoler face à un stress ou au contraire de rencontrer du monde. Tout ce que nous avons vécu s'inscrit dans les formes du corps et nous donne des indicateurs sur ce que nous sommes. Tout le travail de l'interprétation en psychobiomorphologie est de réussir à faire ces liens. Alors, nous allons voir aujourd'hui la grande loi biologique en 2 mots, de la morphologie. Cette grande loi, c'est la loi de dilatation et de rétraction. Elle a très bien été décrite par Louis Cormand, un docteur chef de service psychiatrique à l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. Et il est fondateur du service de psychiatrie de cet hôpital. Et il est créateur de la Fédération française de morphopsychologie en 1980. Alors bien sûr, il a fait un travail de synthèse de nombreux travaux qui avaient déjà été faits auparavant par de nombreux médecins ou autres scientifiques, psychiatres, etc. Alors il définira plusieurs lois, dont la loi de dilatation et de rétraction. Alors, il existe des lois comme ça, qui sont des grandes lois universelles sur lesquelles on peut s'appuyer et qui nous permettent de bien comprendre la biologie, de bien comprendre la nature, notre fonctionnement. Et il l'a défini comme ceci. Tout être vivant étant en interaction avec son milieu, si les conditions sont favorables, les structures physiques et physiologiques tendent à s'épanouir. Dans le cas contraire, elles s'amenuisent. Alors, c'est une loi dite universelle qui concerne tous les êtres vivants, qui signifie en fait que dans des conditions optimales de vie, les organismes ont tendance à prendre de l'expansion, à prendre du volume, alors que dans des conditions défavorables, c'est-à-dire que lorsqu'on est soumis à des stress particuliers, à des agressions, ces organismes vivants vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, à se protéger bien sûr, et donc à se rétracter pour offrir le moins de surface possible à l'agression. Imaginez une plante que l'on met dans un biotope idéal pour elle, bien nourrie, bien ensoleillée, bien arrosée. Elle va s'épanouir, elle va se dilater et faire des beaux fruits, des belles plantes, etc., des belles fleurs, etc. Mais la même plante que vous exposez à des stress, que vous mettez dans un milieu très pauvre, peu ensoleillé, très peu arrosé, etc., elle ne va pas se développer de la même façon. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. La façon dont nous nous développons, dont nous évoluons dans ce monde-là, va dépendre des agressions auxquelles nous sommes soumises et la façon dont nous nous sommes adaptés à celles-ci. Et le résultat de ces adaptations va modeler notre corps d'une certaine façon. Imaginez par exemple un bébé qui est accueilli dans l'amour, la sécurité, l'abondance. Je ferai d'ailleurs un podcast sur cette notion d'accueil, de contact de sécurité qui est très très importante aujourd'hui et très négligée d'ailleurs dans le contexte sanitaire que l'on connaît.
Donc imaginez un bébé qui soit accueilli dans un environnement, on va dire, où l'amour et la sécurité règnent. Il va être naturellement dilaté. Il va prendre facilement au niveau alimentaire, il va se sentir en sécurité, si bien qu'il va s'arrondir correctement, ses joues vont être rondes, il va s'ouvrir facilement au monde, monter des signes de curiosité, aller vers les autres, avoir besoin de toucher, de sentir, de goûter. Sa dilatation sur le plan digestif montre d'ailleurs qu'il assimile très facilement et qu'il se sent à l'aise dans ce monde. A l'inverse, si l'on prend l'extrême opposé, si on caricature, on va prendre un vieillard qui a perdu sa vitalité, qui n'a plus de réaction hormonale nerveuse correcte. Il a perdu sa chair, il a perdu ses muscles, il a perdu ses viscères, parce que cette énergie vitale va s'exprimer dans la rétraction. Le peu d'énergie qui lui reste, il va le concentrer, l'économiser pour ne pas s'exposer, du moins éviter de s'exposer à des stress environnants, et donc il ne va pas s'ouvrir sur le monde. On dit qu'il s'accroche à la vie grâce à sa rétraction. Donc il existe deux tendances très opposées, toujours le yin et le yang, le plus et le moins dans l'univers, et là ça se traduit par une dilatation et une rétraction. Quand on est du côté de la dilatation, ou qu'une partie de nous s'exprime en dilatation, cette partie est très adaptée. On va trouver donc l'extraversion pour cette partie de nous. On va trouver des échanges nombreux. Dans cette partie de nous, on aura confiance dans la vie. L'énergie va être transférée vers l'extérieur. Le système parasympathique, pour ceux qui connaissent, va dominer lorsque nous sommes dans la dilatation. Nous sommes dans cette partie-là de nous plus imperméable au stress. Alors si je caricature, c'est les visages, les corps dilatés, rectangulaires, le teint chaud, la peau chaude. La personne va être plutôt bien dans son monde où elle est. Elle va s'adapter facilement. Elle va manifester des échanges nombreux. Alors qu'une personne qui est dans la rétraction, ou certaines parties d'elle vont s'exprimer dans la rétraction parce qu'elle souffre, parce qu'elle a du mal à s'adapter, va donc être dans le repli sur elle-même. Les énergies sont des énergies de conservation. Elle va réduire son espace dans lequel elle va vivre. Elle va avoir un épanouissement limité avec des personnes qu'elle connaît ou avec lesquelles elle est plus ou moins à l'aise. Les personnes qui ont une dominante de rétraction vont privilégier des échanges de façon très sélective et non pas s'ouvrir au monde spontanément. Ils sont relativement perméables au stress, s'adaptent moins bien. Au niveau des formes du corps, on va trouver des visages très allongés plutôt que des visages dilatés. Les teints est plutôt pâle, la peau froide. Ils sont ce qu'on appelle en hypervigilance avec une dominante du système orthosympathique. Donc ils ont une certaine méfiance par rapport au monde extérieur vers lequel ils s'adaptent plutôt pas très bien. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes bien sûr tous uniquement dans la dilatation ou la rétraction. Certaines parties de nous vont s'exprimer soit d'un côté, soit de l'autre, mais avec des modulations. Le tout est de comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir ensuite mettre en place un mode de vie qui nous corresponde le mieux. Alors notre corps est fait de zones de dilatation et de zones de rétraction. Ce qui veut dire que certaines parties de notre corps en expansion vont exprimer cette dilatation par des formes bombées, volumineuses, dilatées. Quand dans ces parties-là, on est relativement bien adapté au monde, ou du moins on s'exprime avec une certaine facilité. Quand d'autres parties de notre corps, elles, vont être en creux, rétractées, pour être moins exposées à l'environnement. On peut par exemple avoir un ventre un peu dilaté et des jambes rétractées, ce qui donne une signification. Des personnes ont par exemple une cage thoracique bien ouverte sur un corps très mince, un restant de corps très osseux, très rétracté. Chaque fois que vous trouvez donc une zone, qui correspond d'ailleurs à un organe, une partie de nous en dilatation, elle sera un lieu d'échange, d'activité intense, de dépense énergétique, une zone où la personne est heureuse de fonctionner et par laquelle elle s'épanouira facilement. À l'opposé, une zone qui sera en rétraction sera faible dans l'échange, elle fonctionnera à l'économie et de façon très sélective.
Prenons par exemple un individu avec un ventre assez rond, proéminent, une mâchoire puissante avec une bouche large, aux lèvres bien dessinées et pulpeuses. Ces signes morphologiques sont le signe d'une forte capacité digestive et cette personne se fera plaisir dans de bons repas copieux qu'elle digérera et assimilera très bien. Même si la personne fait des excès ou mange un peu plus que d'habitude, ça passera toujours. À l'opposé, si vous avez une personne plus mince, un ventre creux, des lèvres fines, une mâchoire peu puissante, avec même des fois des lèvres repliées sur eux-mêmes, comme chez les personnes âgées, vous savez cette bouche qui rentre à l'intérieur, ces signes-là, sont le signe d'une difficulté à digérer, à assimiler correctement. La bouche étant la projection du système digestif. Celles-ci, donc ces personnes, seront obligées de sélectionner drastiquement leur nourriture, de limiter les quantités si elles ne veulent pas souffrir de difficultés digestives ou de ballonnement. Sa faible donc, capacité digestive va la limiter aussi dans son rapport à la nourriture. Mais une fois que l'on connaît, que l'on sait interpréter ces signes, on sait à peu près ce à quoi s'attendre avec la personne qui est en face de nous. Bien sûr, un interrogatoire, une anamnèse peut compléter l'analyse morphologique. L'étude donc des signes morphologiques permet d'apprécier la valeur des différents systèmes, notre système nerveux, respiratoire, ostéomusculaire, circulatoire, digestif, mais aussi les grands traits de notre personnalité. Voilà, avant de se retrouver pour les prochains podcasts consacrés à la psychomorphologie, à l'étude des tempéraments dans lesquels vous allez sans doute vous retrouver, je vous invite, si vous le souhaitez, donc à regarder sur le site alsacenaturo.com puisque j'organise des séminaires dont un consacré à la psychomorphologie avec les études de cas, avec tout l'apprentissage de l'interprétation de ces signes, comme vous le verrez dans les prochains podcasts, bien sûr en séminaire sur place, on va bien plus loin et si vous souhaitez acquérir d'autres types de séminaires, je peux les envoyer en ligne et font partie des formations que je propose. Bien sûr, je ne les propose pas tous, mais voilà, vous les trouverez en dessous de cette vidéo. Vous pouvez les commander en me joignant donc sur le site alsacenaturo.com. Voilà, je vous invite à m'encourager, je vous invite à poser vos questions, j'essaierai de prendre le temps d'y répondre et je vous dis prenez soin de vous car personne ne le fera à votre place. Informez-vous car il n'y a que vous qui savez ce qui est bon ou pas pour vous et ne laissez personne décider à votre place. Allez, je vous dis à très bientôt et très heureux de continuer avec vous. C'était Jean-Brice Stivan.